Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tous mes autour de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique, une petite critique toute douce, puisqu'on va se replonger dans Disney de 2002. La vache, 2002, ça se trouve, il y a des gens qui me regardent qui étaient pas nés, c'est terrible. Mais oui, voilà, j'avais envie de vous faire une petite critique sur La Planète au Trésor des studios Disney. Alors, réalisé par Ron Clements et John Musker, qui sont, si je ne dis pas de conneries, ceux qui avaient réalisé La Petite Sirène, Hercule, ah, ils ont fait autre chose dans les gros classiques Disney, donc vraiment quand même des belles pointures. Et alors effectivement, j'avais envie de vous parler de ce film doudou que j'ai revu avec une amie il y a pas longtemps, et c'est vrai que oh là là, ça m'a fait du bien de revoir cet univers. On va d'abord parler de l'histoire assez brièvement. Alors ça va être une critique avec spoil. Attention à ceux qui n'ont pas vu le film, parce que j'ai pas trop envie de me retenir. Enfin, il y a des choses un petit peu importantes que je vais évoquer, donc voilà, vous voici prévenus. Mais donc, pour un petit peu parler de l'histoire, John Hawkins, qui est un jeune homme qui rêve d'aventure depuis tout petit, il rêve, enfin, un jour, un reptile humanoïde gravement blessé atterrit près de l'auberge de sa mère et lui remet un drôle d'objet en forme de sphère avant de mourir. Il est bientôt suivi par une horde de pirates, et Jim, sa mère et le docteur Doppler, un client de l'auberge et un ami de la famille, sont obligés de s'enfuir, puisque l'auberge est détruite par les pirates. Et Jim découvre alors que la sphère est en fait la carte du butin du plus célèbre pirate stellaire, le capitaine Flint. Et donc le docteur Doppler décide de monter une expédition pour retrouver cette planète, accompagné de Jim Hawkins, qui veut à tout prix se racheter auprès de sa mère. Et donc, arrive le jour du départ, Jim monte en tant que mousse sur le RLS du navire du capitaine Amelia. Donc il assiste le cuisinier John Silver, qui est un cyborg, et une relation paternelle va se créer entre les deux personnages. Jim Hawkins va combler son manque affectif causé par l'abandon de son père, mais Jim va bientôt s'apercevoir que le cyborg John Silver est à la tête en fait de pirates. Voilà. C'est un petit peu le pitch du film, pardon, que j'ai lu depuis Wikipédia. Mais alors, d'abord, je vais vous parler un petit peu de ce que j'adore dans ce film, que j'ai vu au cinéma. Je me rappelle très bien, je l'avais vu avec mon parrain à l'époque, en fin d'année, et vraiment c'est une séance dont je me souviendrai longtemps, parce que en fait je me souviens pas forcément avoir été happé par l'histoire plus que ça, mais par contre c'est l'univers qui m'a complètement transporté. Mais vraiment, vraiment. Je pense très honnêtement que la réalisation très novatrice de l'époque aussi y est pour beaucoup. Je pense que je me suis vraiment pris dans la gueule le côté spectacle. Alors j'étais petit, hein, j'avais 7 ans, donc je me souviens pas de ce que j'avais ressenti sur l'histoire. Mais par contre, je pense que oui, l'univers et le côté grandiose que propose le film m'ont beaucoup aidé à beaucoup apprécier le film, que j'ai acheté, que mes parents m'avaient acheté en DVD quelques mois après, tellement j'avais passé un bon moment devant ce film. Mais donc voilà, c'est un univers qui me parle beaucoup. Ce côté steampunk qui mélange donc l'ancien et le moderne, c'est quelque chose moi qui me parle énormément. Le côté vieillot, auberge, matériaux, vieux navire, et en même temps on est dans le futur, voilà, on se déplace de planète en planète, il y a des espèces de partout, il y a des espèces différentes de partout, extraterrestres, de la technologie, des humanoïdes, enfin voilà, c'est un univers, je trouve, qui est riche en information, mais dans le décor, dans le fond. Et ça, vraiment, c'est une force terrible pour moi, pour le film. Je me souviens, j'avais même, au moment du lycée, j'avais même essayé d'écrire une saga de romans qui était un petit peu dans le... Enfin,
je m'étais beaucoup servi de ce film comme base un petit peu d'inspiration pour mon univers, où c'était des pirates dans le futur, en fait, hein, une sorte de, de Star Wars, mais plus vieillot, et plus, avec un côté plus pirate. Mais ouais, non, c'est vraiment un univers. À chaque fois que je me plonge dedans, à chaque fois que je revois le film, je vois des dizaines et des dizaines de possibilités de spin-off, de comment étendre l'univers, de jeux vidéo. Enfin, à chaque fois que je vois ce film, ça pullule d'idées dans ma tête, parce que je me dis, mais oh là là, c'est fou tout ce qui est possible dans un univers comme ça. Il y a une sorte de mélancolie qui se dégage dans cet univers, dans ce film, qui me touche beaucoup. Ça passe aussi bien par l'image que par les couleurs, que par les musiques, où on se retrouve avec un mélange de musique un peu celtique et de mélange plus épique, plus moderne à la Star Wars. Donc non, c'est vraiment un univers qui me parle. La musique, Un homme libre, personnellement, c'est une de mes chansons Disney préférées. Je pense qu'elle est dans le top 5 de mes chansons Disney préférées. Tellement Un homme libre, moi, c'est vraiment cette musique... elle se lance, vous me perdez. Hein. C'est vraiment l'une des rares musiques où je vais me mettre à chanter premier degré à fond les ballons. C'est assez terrible. J'aime beaucoup trop, alors on en pense qu'on veut, mais moi j'aime beaucoup les paroles et puis la voix de David Hallyday, qui je crois aussi, et qui je crois double aussi John Hawkins. Il me semble que c'est lui. Et donc ouais, non, ça me touche beaucoup, cette musique, les paroles, je les trouve très 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 fortes. Et puis, c'est quand même un Disney qui propose quelque chose d'assez particulier, dans le sens où, déjà, l'univers est assez atypique. Il n'y a pas tant de films Disney qui se rapprochent, je trouve, d'un point de vue graphique, ambiance graphique, contexte. Je trouve qu'il n'y a pas tant de films d'animation Disney qui se rapprochent de ce film-là. Il n'est pas trop comparable à beaucoup d'autres films, je trouve. Et puis, il n'est pas question d'histoire d'amour. Il n'y a pas... Alors, si, il y a une petite love story avec le docteur et le capitaine, mais c'est quand même très discret. Ça ne concerne pas du tout le héros. On est sur une relation paternelle, et ça, mine de rien, bah, c'est quand même assez fort, parce que j'ai pas souvenir pareillement de beaucoup de films d'animation de Disney qui traitent aussi bien, de manière aussi importante, la paternité, le manque de recherche paternelle, parce que voilà, la mère, tu vois, genre, alors dès le début du film, tu dis, oh là là, la mère, elle va mourir la mère, oh là là, il y a une attaque et tout. Tu sais, t'as ce réflexe un petit peu, bon bah dans les Disney, voilà, les mères dans Disney, c'est pas trop ça. Et en fait non, là c'est pas ça, c'est le classico, le papa qui est parti et qui est jamais revenu. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est assez flou dans les raisons de pourquoi le père est parti, ce qui nous laisse libre à de l'interprétation, et ça j'aime bien, parce que du coup tu sais pas trop ce que Jim ressent et sur ce qu'il va rechercher dans le personnage du cyborg, et ça j'aime bien, ce côté assez discret de pas trop savoir ce qu'il en est du père, du père de Jim, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de comparo possible. Tu vas pas te dire, oh putain, il est en train de faire comme ce qu'avait fait son père, oh il tient le même discours que son père. Non, c'est assez flou, ce qui fait que tu te perds pas dans du comparo. Mais donc oui, voilà, je trouve qu'il n'y a pas tant de films Disney qui proposent ça, c'est-à-dire une histoire où la mère est toujours là, elle est toujours présente. Par contre, c'est à la quête d'un père qu'on va partir. Et ça, je trouve que il n'y a pas tant de films Disney qui vont proposer ça. Et aussi, ce qui marche très très bien, je trouve, c'est les chara-design, c'est l'animation. Les personnages sont tellement fluides dans leur animation, dans leurs mouvements, ils sont bigrement fluides. Comment dire, les couleurs sont très parlantes, et puis surtout, bah, l'avancée technologique. Hein. L'avancée technologique de ce film est assez folle. Le film a coûté très très cher, malheureusement, il a floppé, on y reviendra plus tard dans la critique. Mais c'est un film qui a coûté beaucoup d'argent, parce que beaucoup d'avancées technologiques sur de la 3D, sur des inserts on va filmer complètement tout un décor en 3D, on va se déplacer dedans, et ensuite on va rajouter les personnages en 2D dedans, ce qui donne des séquences terriblement dynamiques qui ont très 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 bien vieilli. Voilà, je l'ai revu il y a 2-3 jours, et j'étais impressionné d'à quel point les séquences ont très très bien vieilli, de ces mélanges de 2D 3D, c'est pas du tout gênant pour l'œil.
Au contraire, je trouve que ça donne encore plus de cachet et de dimension au personnage en 2D. Quand il est question de course-poursuite sur le pont ou dans un couloir, ou alors quand il va falloir échapper à un Big Bang et tout. Non, honnêtement, ça rend tellement bien, je trouve. C'est assez impressionnant à ce niveau-là. Ça a très bien vieilli, et puis ouais, franchement, ça fait grand spectacle. Ça fait très 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 grand spectacle, ça donne des compositions de cadres, ça donne des tableaux où tu te dis, mais pouah, tu t'en prends plein les yeux, ça te donne des mouvements de caméra, ça te donne des échelles, et une proportion d'échelle très intéressante. Non, vraiment, j'étais très agréablement surpris de le revoir, d'à quel point tout était bien géré, tout était fluide, tout passe très bien, ça fait pas cinématique de jeux vidéo vieillotte. Le personnage du cyborg, il est très bien animé aussi, parce que, ça pareil, je m'en souvenais pas, mais le bras du cyborg est en 3D en fait, et en fait, j'aime beaucoup le soin qui est apporté au personnage de Silver, de ce pirate, parce qu'il est génial sur tous ses aspects. La direction, son chara design, sa voix française, je regarde en français les Disney, son animation et ce qu'il raconte. Tout est parfait avec ce personnage, je trouve. Je trouve tellement fluide ce mélange de 3D, 2D, parce que voilà, tout son corps est en 2D, sauf son bras, qui est de la CGI, et c'est tellement fluide, c'est tellement maîtrisé, que tu ne sens jamais véritablement tu sens jamais trop le côté son bras a été rajouté en post-prod. Ça veut rien dire parce que tout est en post-prod dans un film d'animation, mais je pense que vous m'avez compris. Tu le sens pas du tout. Tellement c'est maîtrisé. Et puis donc oui, c'est ce que je disais, c'est je suis pas passé par l'essentiel, mais voilà, la relation Jim et le cyborg. Je suis fou de cette relation. Je la trouve tellement attendrissante, tellement fluide. On est sur un personnage qui est très nuancé, qui va effectivement qui va être partagé entre l'accomplissement de son rêve de trouver le trésor, et j'ai envie j'ai pas envie que le gamin il marche sur mes pas et qu'il prenne des risques et qu'il finisse par perdre un membre, ou etc. Et en même temps, j'ai envie de le soutenir parce que, putain, c'est beau la jeunesse. Voilà, ça donne naissance à beaucoup de scènes que je trouve très très touchantes. Sincèrement, très très touchantes. Et donc, ouais, ce duo, j'en suis fou. À tel point que je trouve même que Jim est pas assez consistant, et certaines fois je trouve presque que le cyborg fait de l'ombre au héros, tellement il est bien fait. Et il y a peu de films qui me font cet effet là, ce truc de putain, le personnage secondaire là, il est tellement bien écrit que limite je le trouve plus intéressant que le héros, et que limite je trouve qu'il prend toute la place. Et il n'y a pas beaucoup de films qui me font ça. Il y a Le Seigneur des Anneaux, avec Sam et Frodon. Mais non, enfin, ça me vient comme ça, là. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup de films qui me font cet effet. Mais réellement, non, je trouve que cette relation de personnage est tellement réussie. Mais, j'ai envie d'être objectif. J'ai pas envie de faire mon fanboy. Je l'ai revu, et effectivement, j'ai noté quelques petits soucis, quelques petits couacs effectivement qui font que effectivement, voilà, beaucoup de gens disent ouais, sous-coté, le film est sous-coté, machin, nanani, nanana, ouais, il est trop bien et tout machin. Oui, je suis d'accord, le film est trop bien, mais par contre, je suis aussi d'accord sur le fait que non, je suis désolé, on ne peut pas tout pardonner au film. Le film a un univers génial, a une relation de personnage géniale, a des musiques et des décors géniaux, mais il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. Première chose que je trouve un petit peu compliquée, déjà, c'est au niveau des personnages. Parce qu'au final, le duo Jim et Silver, c'est ça qui s'appelle le cyborg, John Silver, oui. Ce duo, il fonctionne bien, il fonctionne merveilleusement bien, mais par contre, ce qu'il y a autour, ça pêche un petit peu. La maman, elle est touchante, mais on la voit pas beaucoup. Le docteur, il est touchant, mais il s'efface très très vite durant le film. La capitaine, pareil, elle est hyper classe. En fait, le docteur, la capitaine, le second,
Et puis, bah, à peu près tout. Ils sont super dans leur scène d'introduction, dans leur scène de présentation de personnages, mais ensuite, ça s'estompe beaucoup. Ça s'estompe beaucoup. Je trouve que la relation avec le docteur et le capitaine est très évasive, ça passe très vite ça va trop vite en fait, et du coup, t'as pas trop le temps de t'y accrocher. Le personnage de Ben, le robot, il est quand même un peu insupportable. On va pas se mentir. Autant peut-être que quand j'étais petit, il me faisait rire, mais là, en le revoyant, je le trouvais assez insupportable parce qu'il sert pas à grand chose. Ça fait un peu trop le comic relief qu'il faut dans tous les films Disney en mode il faut un personnage un petit peu rigolo, il faut la mascotte. Il faut qu'on ait la petite mascotte du film. Donc hop, on va mettre un petit robot rigolo qui parle tout le temps et tout. Mais je trouve que vraiment, il est très agaçant parce qu'il sert pas à grand chose. Il prend beaucoup de temps d'écran pour pas grand chose. Lui aussi, c'est une démonstration au final technique parce qu'il est tout en 3D. Donc oui, il est bien fait, hein. Il est très très bien fait. Mais je trouve qu'il raconte pas grand chose. Tu l'enlèves du film et c'est presque la même chose. Donc voilà, au niveau des personnages, je peux comprendre qu'il y ait des couacs. Et puis encore une fois, Jim, je sais pas comment vous l'expliquer, mais pour moi, il me manque quelque chose au niveau par rapport à Jim. Il a ce côté vraiment adolescent. Adolescent bad boy et tout, rêveur, etc. Hyper beau gosse, un peu Dark Sasuke. Et c'est vrai que, pour être très honnête, il me manque un petit truc pour que j'adore Jim. Jim, c'est pas un personnage que j'adore. J'adore son concept, j'adore ce qu'il raconte. J'adore ce qu'il veut raconter. J'adore son chara-design. Voilà, il y a pas mal de choses que j'adore. Mais il me manque un truc. Il me manque voilà, il me manque quelque chose qui lui... Parce qu'en fait, pour moi, le film le détermine trop par sa fonction de « je suis un fils qui en manque d'une figure paternelle ». Et je trouve que le personnage n'arrive pas suffisamment à s'échapper de cette vision-là et de ce rôle-là. Il manque un trait de personnalité qui m'aurait aidé à vraiment m'y attacher. Je sais pas moi, un défaut, enfin un plus gros défaut, une scène un peu touchante où il aide des gens, il aide des inconnus, je sais pas. Mais il me manquait une scène ou deux sur des choses qui n'avaient pas trop grand chose à voir avec la figure paternelle, qui pareillement est développée du coup très très vite. Ça c'est mon autre défaut que j'ai avec ce film. Vraiment je me dis la même chose à chaque fois que je vois ce film. Je trouve qu'il va trop vite. Et en fait, je me dis, c'est une théorie, mais je me dis possiblement que si ce film va aussi vite, c'est parce qu'il a dû coûter tellement cher. En fait, la quasi-totalité des plans, des scènes, c'est de la démonstration technique. C'est de la 3D. C'est-à-dire que soit il y a un événement en 3D, soit il y a des plans de caméra en 3D, soit il y a des personnages qui interagissent avec Jim en 3D, enfin... Et oui, effectivement, ce film a dû être très coûteux parce que la quasi-totalité des scènes te montre de la démonstration technique. Et donc, je me dis que possiblement qu'il y ait beaucoup de choses qui ont dû être cutées, parce que sinon ça revenait trop cher. Je pense qu'il y a un peu de ça. Parce que pour moi, en fait, entre le moment où le voyage commence et où il y a la mutinerie et où il y a tout le développement père-fils, il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de séquences, ça va très vite. Ça va très très vite. L'intrigue principale, le fil conducteur principal arrive beaucoup trop vite pour moi dans le film. Il manque des péripéties de l'ordre du on atterrit dans telle planète pour comment dire, pour je sais pas moi, faire une vidange, chercher un indice, chercher des compagnons, chercher du matériel, des choses, des trésors. Tu vois, il me manque des escales dans ce voyage. Ça va trop directement droit au but. Il me manque des escales pour développer l'équipage, développer les personnages, développer Jim, développer la relation Jim et Silver petit à petit, et pas d'un coup on s'y attache et on s'y accroche, parce que c'est vrai que ça va un petit peu vite au niveau des intrigues, je trouve. Parce qu'au final, ouais, le père et le fils, bah tu t'y attaches enfin, c'est très tôt dans le film, et c'est cool, parce que du coup tu as le temps de t'y attacher, mais ça va quand même très très vite. Enfin, comment dire, les liens qui sont complètement tissés et forts, ça arrive très vite dans le film. Pour moi, ça arrive beaucoup trop vite.
Voilà, c'est le quoi que je peux avoir aussi avec le film. Donc je peux comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles on n'adhère pas. Enfin, moi, en fait, moi-même, j'adhère pas sur ces trucs-là. Je trouve que c'est assez maladroit, effectivement, à ce niveau-là. Je trouve que le film n'est pas égal tout au long de sa trame. Le film, malheureusement, n'a pas marché au box-office. Je me suis renseigné un petit peu, à gauche, à droite, et donc, j'avais envie un petit peu de vous évoquer tout ça, les différentes raisons qui ont pu faire que le film n'ait pas marché. Déjà, il y avait la concurrence, et il y avait même sa propre concurrence. C'est-à-dire que, dans le même temps est sorti Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc déjà là, t'as quand même un adversaire de taille hein, face à toi. Dans le même temps aussi sortait un autre film Disney qui s'appelle Hyper Noël. De ce que j'ai compris, Hyper Noël c'est une suite. Le premier opus avait très bien marché et donc du coup, pareillement, il est possible que beaucoup de gens se soient dit, bah en fait, on va aller voir Hyper Noël parce que c'est ça le film Disney de fin d'année. C'est ça le film de Noël. C'est pas La Planète au Trésor. C'est Hyper Noël, donc on va aller voir Hyper Noël. Il y a ça qui a pu expliquer effectivement aussi le manque de public. Et puis, il y a aussi peut-être le fait que le film n'est pas hyper clair sur sa cible. Parce que, au final, tu te dis pas... Je pense que quand tu regardes la bande-annonce ou quand tu regardes l'affiche, tu te dis pas forcément que ça va toucher un très jeune public. Un très très jeune public. Je pense pas que c'est le premier truc que se sont dit les parents à l'époque, ou même les enfants, parce qu'il est quand même question d'un héros voilà, un peu rebelle, un peu, qui a un look assez adolescent. Il va être question de relations père-fils. Il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de chanson. Donc, je me dis, il est possible effectivement que ce film n'ait pas trouvé son public parce que le public ne savait pas trop à qui ça s'adressait. Je pense qu'il y a pas mal de ça, effectivement. Et c'est pour ça que oui, c'est plus tard en fait que le film a pu plaire, parce que bah voilà, tu le trouves en DVD chez quelqu'un, sur une plateforme, en streaming. Ah ouais, je suis passé à côté de ça quand j'étais petit, je sais pas ce que c'est et tout. Et puis voilà, effectivement, en fait, c'est fou de voir à quel point ce film, il est complètement culte, mais après coup, il est devenu culte après coup. Tout le monde en parle en bien, mais parce que les gens l'ont probablement vu après coup, et pas en salle, parce qu'en salle... voilà, embouteillage où on s'y attachait pas trop, on s'y est pas trop intéressé. Par contre, maintenant que je le vois, mais bordel, putain, c'est fort. C'est très fort. Donc ouais, voilà. Je pense qu'il y a toutes ces raisons qui peuvent expliquer le manque de succès. C'est triste. C'est dommage parce que le film a quand même de très très grande qualité. C'est marrant parce que chez les youtubeurs chez qui je me suis renseigné pour les raisons du flop, et puis Morphy, il est trop mignon aussi, il est beaucoup trop mignon. Grand point fort du film. Beaucoup disaient qu'éventuellement, ce qui pourrait un petit peu redorer le blason de ce film, ce serait une version live-action de Disney. Et je sais pas trop quoi en penser de cette suggestion, parce que, à la fois, je trouve que c'est une bonne idée, parce que c'est clairement un univers qui aurait beaucoup à offrir en version live-action, et en même temps, j'ai pas très confiance en les live-action de Disney en ce moment, donc je sais pas trop si ce serait une bonne idée, ou alors faudrait vraiment confier le projet à de très bonnes personnes, parce que voilà, c'est pas foufou. Mine de rien, malgré tout, je suis content que ce film n'ait pas eu une suite, une série, un produit dérivé vraiment assez grossier, parce que je trouve que ça aurait pu entacher un petit peu le récit. Mais même si, bon, c'est vrai que je dis pas non à quelques corrections sur l'aventure qu'on a eue dans ce film, qui au final est un peu une vitrine, tu vois, il tease tellement de choses, il y a tellement de choses de possibles, les scènes avec le portail qui montre un petit peu les différentes planètes, les différents peuples, oh là là, ça donne tellement envie. Pareil, il n'y a pas de bataille, il y a pas de bataille navale, hormis au début, hormis dans l'introduction, il n'y a pas de bataille navale dans le film, et genre, qu'est-ce que j'aurais aimé voir ça dans le présent, en fait. Ça aurait été fou. Donc voilà, à la fois j'aimerais bien une version live action ou un truc, mais en même temps j'ai un petit peu peur, donc
Bref, voilà ce que j'avais à dire sur La Planète au Trésor. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film Disney. Ça m'intéresserait beaucoup de recevoir vos avis sur ce film qui a une place très 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 importante dans mon cœur, qui je trouve vraiment est un film de tellement rempli de bonnes intentions et que ce soit de te raconter une histoire, tout comme de t'en mettre plein la vue, quoi, et d'être créatif. Ce film, il est tellement créatif sur plein de points, mais à tel point que il a tellement voulu l'être que possiblement que ça a empiété un petit peu sur le récit. En tout cas, je trouve. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire si jamais le cœur vous en dit, et à aller visiter les différents contenus de la chaîne de la Moquette TV. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos poches, les gens. Bye bye.